Le Cercle RH, c'est un grand entretien au jour. On va traverser aujourd'hui la Méditerranée pour partir à la rencontre du Maroc, de son économie et de son dynamisme. C'est un pays très dynamique sur le plan économique et on va en parler avec Abdelmalek Alaoui. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Économiste, vous êtes président de l'Institut marocain d'intelligence stratégique, qui est un think tank. Pour le présenter, ce think tank, c'est quoi? Vous êtes une passerelle, vous êtes un pont entre le sud et le nord? C'est en tout cas un institut de recherche privé qui s'intéresse aux grandes questions stratégiques du Maroc et à sa projection à l'international. Il faut savoir que le tissu de think tank au Maroc est beaucoup plus réduit que ce qu'on peut trouver en Europe. Et c'est donc une colonne de réflexion dans laquelle on regroupe des penseurs qui sont plutôt libéraux sur le plan économique, mais qui s'intéressent également à l'économie sociale de marché. Je voudrais présenter votre livre parce qu'il est passionnant, votre livre. C'est un best-seller au Maroc. Je crois que c'est le livre qui a été le plus lu au Maroc. C'est ce que j'ai lu en tout cas. Le temps du Maroc, qui revient sur la gestion de la crise Covid, et vous la racontez par le menu, édition de la Croisée des Chemins. C'est un livre très intéressant parce qu'il revisite aussi, à travers la gestion de cette crise Covid, la manière dont le roi Mohamed VI a géré cette crise, la relation parfois complexe entre la France et le Maroc. Peut-être cette information, vous l'avez peut-être, on annonçait une visite officielle du président Macron fin octobre, et j'ai lu en préparant l'émission que tout ça n'avait pas encore été confirmé. Ça l'est ou pas? Est-ce que le président français va faire cette visite officielle au Maroc? Alors, jusqu'à présent, il n'y a aucun communiqué qui n'émane ni de l'Élysée ni du Palais Royal de Rabat. Il y a eu une déclaration du président Macron lorsqu'il s'est rendu, je pense, à un festival de musique. Tout à fait. Début septembre. Début septembre, mais jusque-là, je pense qu'il n'y a eu aucune confirmation officielle. Dans votre livre, vous racontez en fil rouge, au-delà des anecdotes qui sont très intéressantes, sur tous les présidents français qui se sont succédés, cette relation très forte avec Jacques Chirac, évidemment, que le roi Mohamed VI essaie de rééquilibrer la relation. On n'est plus dans une relation, pour le dire très directement, post-coloniale, mais dans une relation économique, j'allais dire presque d'égal à égal. Est-ce que c'est ça l'esprit de la nouvelle relation économique, et on va parler de l'emploi, évidemment, entre la France et le Maroc? Alors, le roi du Maroc, Mohamed VI, a, disons, une stratégie qui consiste à recentrer le centre de gravité de la diplomatie marocaine et de sa politique extérieure. Alors, évidemment, la France est consubstantielle de ce recentrage, parce que c'est l'ancienne puissance coloniale, c'est la deuxième force commerciale au niveau des échanges avec le Maroc après l'Espagne, ce qui est quand même emblématique d'une sorte de déclassement. Et dans l'esprit du roi Mohamed VI, le moment est venu d'avoir, et ce sont ces termes, un partenariat d'égal à égal, parce qu'il considère qu'il y a des injonctions contradictoires. On nous demande d'un côté de continuer à rester un marché préférentiel pour la France pour vendre des produits à très forte valeur ajoutée, mais en même temps, on nous dénie parfois le droit d'avoir des grandes entreprises qui viennent s'installer et créer de l'emploi au sud de la Méditerranée. Parlons-en, parce que rentrons dans le vif du sujet. Alors, on va parler des réformes importantes, celles de 2021, sur le système social, sur la protection sociale faite au Maroc, mais il y a un débat en France, et vous le suivez de très près, qui est le débat des relocalisations. Quel est votre regard sur ce sujet? Parce que beaucoup d'entreprises françaises, et je pense notamment à des constructeurs automobiles, sont au Maroc. Ils ont intérêt à relocaliser ou pas? Alors, s'ils écoutent les politiques, et le premier d'entre eux qui les intéresse au premier chef, c'est évidemment le ministre des Finances, il y a un discours très volontariste, mais à mon avis, avec des visées politiciennes, de dire aux constructeurs automobiles, notamment Renault et Stellantis, revenez en France. Mais il y a une réalité économique qui les rattrape. Vous ne pouvez pas produire la Dacia à Montjean, sinon elle serait vendue à plus de 30 000 €, alors que étant fabriquée au Maroc et n'ayant pas des composants électroniques à très forte valeur ajoutée, donc elle a besoin de la main-d'œuvre, elle ne peut être construite que dans une zone best cost au sud de la Méditerranée. Alors, il y a un autre phénomène intéressant, et ça, vous en parlez aussi beaucoup, c'est cette fameuse industrie 4.0. Vous dites globalement l'Asie avait localisé beaucoup de production pharmaceutique. Le Maroc peut être la nouvelle base de production pharma, plus près, je dirais, du centre de consommation. Est-ce que là, on est dans une vision, ou est-ce qu'on est déjà engagé dans ce processus de rapatriement doux vers, comme Nicolas Sarkozy l'évoquait, cette grande union pour la Méditerranée?
Il y a une communauté de destin qui est obligatoire entre le sud et le nord de la Méditerranée parce qu'il s'agit d'une question de souveraineté sanitaire. Si jamais l'Asie du Sud-Est était à nouveau confrontée à une pandémie ou à une rupture des chaînes de production ou à une explosion des coûts de transport de marchandises, d'où est-ce que l'Europe va pouvoir ramener des médicaments qui aujourd'hui sont produits en Asie du Sud-Est? Le meilleur endroit pour localiser la production de ces médicaments, c'est le Royaume du Maroc qui dispose aujourd'hui d'une 50aine d'entreprises nationales qui produisent la plupart des médicaments essentiels. Il lui manque une brique qui existe en Europe, c'est la chimie, parce que la chimie a besoin d'avoir des marchés suffisamment gros pour pouvoir faire des investissements qui sont très importants en capital. Où le Maroc se développe, vous le savez parfaitement, c'est quoi les secteurs aujourd'hui qui fait que le Maroc est en passe de devenir un pays très moderne? Alors, vous avez cité l'automobile, mais le Maroc est également en train d'avancer dans tous les services délocalisés, dans la tech, il est en train d'avancer dans le médicament avec la première plus grande usine panafricaine de fabrication de vaccins, pas uniquement celui contre le Covid-19, mais bientôt d'autres vaccins contre des maladies ORL qui vont arriver dans les semaines, dans les mois qui viennent. Le Maroc est en train d'avancer de manière multiforme sur un certain nombre de sujets. Dans les énergies vertes, c'est aujourd'hui un des pays les plus dynamiques en matière de mix énergétique. Il y a la plus grande station solaire d'Afrique qui est au sud du Maroc, mais il y a également beaucoup de projets qui sont aujourd'hui examinés par le gouvernement pour pouvoir faire du Maroc cette Green Factory du sud de la Méditerranée. Oui, c'est ça, c'est la Green Factory. Vous évoquez dans votre livre plusieurs couacs présidentiels, dont celui de mémoire Nicolas Sarkozy qui devait faire une visite officielle puis qui choisira l'Algérie. Je fais ce focus-là parce que vous évoquez la Chine. Parlons-en de cette Chine. Vous racontez dans le livre que tout d'un coup, on voit que les containers n'arrivent plus. Il n'y a plus de containers, que c'est une situation économique extrêmement dramatique pendant la crise Covid. Et va se construire ce gigantesque port de Tanger, qui est un mastodonte. Et là, vous le dites sans le dire, on a le sentiment que la Chine utilise le Maroc pour contourner les barrières douanières, pour mieux vendre leurs produits chez nous. Est-ce que c'est vrai ou pas, ça? Alors, d'un point de vue strictement légal et fiscal, ils sont tout à fait dans leur droit. On est d'accord. S'ils sont au Maroc et qu'ils veulent réexporter vers la Chine, du moment qu'il y a un processus de transformation qui se fait sur le territoire marocain, ils peuvent bénéficier des accords de libre-échange dont dispose le Maroc. Mais il faut savoir que le Maroc a une spécificité dans sa relation avec la Chine par rapport aux autres pays d'Afrique de l'Ouest francophone, c'est que c'est un pays qui a été longtemps imperméable, disons, à l'expansion économique de la Chine. Donc c'est que depuis une vingtaine d'années que les Chinois sont plus présents et qu'ils essayent d'avoir... Au début, c'était le thé. Hein. Dans votre livre, vous dites que c'est le thé au départ qui était la relation avec la Chine. Ça a bien changé depuis. Ça a énormément changé depuis. Ils sont très forts sur les biens de consommation électronique low cost, ceux du bas de la pyramide. Donc c'est normal que dans les marchés où les pouvoirs d'achat sont plus réduits qu'en Europe, ils aient une expansion plus forte dans ce domaine-là. Mais aujourd'hui, ils affichent toutes leurs ambitions. Ils les affichent notamment sur le train à grande vitesse, sur lequel on va avoir une formidable bataille d'influence franco-chinoise, dont le Maroc sera le théâtre d'opération, puisque le Maroc est le seul pays d'Afrique à avoir le TGV. La ligne Rabat, rappelez-nous le... Alors, aujourd'hui, la ligne Tanger-Rabat existe déjà, est en opération depuis quelques années. Elle a été inaugurée par le roi Mohamed VI et par Emmanuel Macron. Et maintenant, il y aura l'extension jusqu'à Agadir, donc près de 600 km de tracé. Il est évident que quand on a des méga projets comme ça dans des pays émergents, tout le monde s'y intéresse avec beaucoup d'acuité. Un mot à l'économie, je regardais les investissements, et vous le dites dans le livre, un investissement sur deux est français, mais quand on regarde de plus près, alors en stock, la France est toujours le premier investisseur, mais quand on regarde vraiment hors stock, on voit que c'est l'Irlande qui est en tête, la France est en deuxième position, et j'ai lu que c'était le Danemark qui arrive en troisième position. Des pays qui ne sont pas tout à fait dans la zone, je dirais, d'influence. Pourquoi l'Irlande d'abord ? Alors, ça procède aussi du changement, on va dire, de doctrine de Mohamed VI, qui est de diversifier les alliances. L'Irlande, il y a des raisons fiscales, c'est que beaucoup d'entreprises ont localisé leur siège social en Irlande à cause des fameuses incentives fiscales qui leur sont permis par l'Union européenne. Mêmes incentives fiscales, c'est assez intéressant pour le noter, qui sont refusés au Maroc ensuite et par l'Union européenne. Un mot sur ces questions d'emploi, parce que j'évoquais tout à l'heure ces deux réformes. Programme de protection sociale pour 23 millions de Marocains, ça c'est ce qu'a mis en place et lancé le roi Mohamed VI. Et puis en matière sociale, il a créé un nouveau modèle de développement qui a un impact sur l'emploi. Tout ça, évidemment, fait écho à l'idée que ce pays se prépare à devenir le pays moderne pour pouvoir accueillir nos industries. Est-ce que c'est ça la philosophie de ces réformes ? C'est d'abord une philosophie qu'a développée Mohamed VI en se disant... nous avons eu une croissance très forte tirée par les investissements dans les infrastructures et l'investissement public, mais elle a créé des distorsions sur le plan social. Et le Covid... Des écarts de salaire ?
des différences de richesse. Elle a permis de hisser une grande partie des gens qui étaient dans la classe pauvre vers la classe moyenne, mais elle a augmenté les écarts entre les plus riches et ceux qui sont dans la classe moyenne. Mais sur la question de l'emploi en particulier, la réforme de la protection sociale que le roi Mohamed VI a lancée en plein Covid, c'est une réforme de long terme à un moment où tout le monde est focalisé sur le court terme. C'est l'une des spécificités de son style de gouvernement. Est une véritable révolution silencieuse parce qu'elle va sortir le Maroc de plusieurs de ses atavismes, dont la prévalence de l'informel. Elle va s'adapter aux slashers, à cette nouvelle génération qui aujourd'hui n'est plus ni dans CDI ni en CDD, mais qui aura la capacité de pouvoir avoir accès à la protection sociale. Vous les avez, ces slashers, excusez-moi, parce que nous, de France, on en parle beaucoup sur ce plateau, évidemment, et ailleurs, mais vous avez cette nouvelle génération Z au Maroc, digital native, totalement connectée, qui se baladent dans le monde entier grâce au téléphone. Il y a aujourd'hui plusieurs milliers, par exemple, de net entrepreneurs qui font de l'arbitrage juste parce que la zone géographique du Maroc est intéressante pour faire l'arbitrage et le dropshipping entre la Chine et les États-Unis, dont certains gagnent plus de 400 à 500 000 euros par an. Parlons d'un mot quand même, l'informatique. On a beaucoup d'entreprises de la tech ou d'écoles qui nous disent on est en grande difficulté, on n'arrive pas à recruter, les talents ne viennent pas. Le Maghreb et le Maroc a des talents. Comment ça se passe? Parce que ça, c'est un sujet sur lequel vous êtes un peu sensible, je crois. Parce qu'on aimerait bien attirer les talents marocains vers la France, et vous vous dites, mais attendez, c'est pas si simple, parce que nous aussi, on a besoin de nos talents pour développer le Maroc et faire que ce pays soit moderne. C'est compliqué, ça? C'est encore une des injonctions contradictoires qu'il va nous falloir résoudre dans la relation complexe qu'il y a entre les deux pays. On ne peut pas d'un côté nous dire, on va organiser avec le passeport talent la fuite des cerveaux. En 15 jours, on a le passeport, c'est ça En 15 jours, on a le passeport talent pour l'ingénieur et pour sa famille. Et dans un contexte où la France a décidé de manière unilatérale de réduire le nombre de visas, il est incompréhensible pour la communauté nationale et pour les Marocains qu'un médecin qui veut emmener ses enfants à Euro Disney se voit refuser un visa, mais qu'un jeune ingénieur qui a coûté 30 à 40 000 euros pour la communauté nationale reçoive un visa en 15 jours. Je pense que le Maroc sera réactif, en tout cas pour trouver des mesures pour contrer cet effet-là. Vous avez le sentiment qu'avec des accords de libre-échange avec les États-Unis, avec les relations qu'on évoquait avec la Chine, le Maroc, et on le voit, et c'est un enjeu de politique internationale, on le voit récemment avec le Burkina Faso, est-ce qu'il est en train de véritablement de se libérer finalement de cette relation très particulière et très historique avec la France ? En tout cas, il change de dimension. Et quand on change de dimension, ça crée de la friture sur la ligne. C'est pas moi qui le dis, c'est Le Point qui l'a dit il y a 2 ans lorsqu'il a fait sa une sur le Maroc en l'appelant la nouvelle puissance. Quand on devient une nouvelle puissance régionale et qu'on a une ancienne puissance coloniale en face, il y a une zone de rééquilibrage qui est absolument nécessaire. Et en tout cas, c'est la volonté du roi du Maroc que le Maroc n'ait aucune limite et qu'il puisse se développer à juste titre. Donc vous nous dites sur ce plateau tout de même qu'au-delà des injonctions très politiciennes du ministre de l'économie, il y a des entreprises françaises qui décident et qui continuent à investir et à s'installer au Maroc pour son dynamisme et pour la qualité de ses collaborateurs. C'est bien de ça dont il est question. En tout cas, le flux qu'on observe, c'est qu'il est incessant et que les entreprises, vous savez, elles s'intéressent au haut de bilan comme au bas de bilan. Les politiciens, ils changent. L'avenir du Maroc, c'est quoi pour vous là? Vous le voyez comment sur le plan économique? Vous nous avez parlé de ce défi écologique, une diminution de la pauvreté, d'un accès à l'éducation, et vous dites dans votre livre aussi d'un assainissement du système bancaire, faire en sorte que les choses ne se passent plus de la main à la main, qu'on fasse des factures et qu'on organise les choses de manière un peu plus carrée. Vous êtes d'accord avec cela? C'est le grand enjeu, c'est de passer de l'informel vers le formel et d'arriver vers la cashless économie et de pouvoir avoir une base fiscale beaucoup plus large en pouvant aller ponctionner de l'impôt pour pouvoir financer les infrastructures sociales, solidaires et celles qui nous permettent de pouvoir avoir à la fois le cœur et la raison. Un mot avant de nous quitter, parce que c'est intéressant, il faut lire le temps du Maroc, parce que c'est un livre vraiment au cœur de cette crise Covid, avec des décisions qui étaient importantes, et vous revenez d'ailleurs, je ne veux pas rappeler tous les couacs, mais il y en a eu quelques-uns, les mots malheureux d'Emmanuel Macron, qui a exigé qu'on rapatrie les touristes d'un claquement de doigts. Vous le dites, ça a beaucoup énervé quand même ça, au sein du pouvoir marocain. C'était maladroit?
Écoutez, il faut juste se rendre compte qu'on a changé d'époque. Sur énormément de sujets, on est en train de se rendre compte que sur les questions de genre, sur les questions de racisme, le monde est en train de changer. Il n'y a pas de raison pour que ça ne change pas dans les relations avec les anciens pays colonisés par la France. Merci de nous avoir rendu visite, Abdelmalek Alaoui, le temps du Maroc. C'est qui vos personnalités inspirantes? Qui vous inspire? Parce que j'ai lu que vous faisiez référence au football. Qui sont les personnes qui vous inspirent? Écoutez, indubitablement, je dirais que c'est Yahya Ben Slimane qui a écrit un livre qui m'a beaucoup inspiré pour écrire celui-là, qui s'appelle « Nous, Marocains, permanence et espérance d'un peuple en développement ». À l'heure où le Maroc est en train de passer d'un peuple en développement vers un pays émergent, je pensais qu'il était important de lui rendre en quelque sorte hommage 30 ans plus tard. Merci d'avoir fait un détour par le plateau de Smart Job. C'est intéressant aussi de nous tourner, nous aussi, vers le sud au-delà de la Méditerranée, et en particulier vers le Maroc. Merci Abdelmalek Alaoui. Le temps du Maroc 2020-2021, résilience et émergence du royaume chérifien, édition La Croisée des Chemins. C'est un vrai plaisir. Vous êtes, je le rappelle, à la tête de l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Voilà, j'ai été totalement complet. Merci à vous. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler, d'ailleurs, ça va vous intéresser, des salons professionnels. Bah oui, il y a beaucoup de salons au Maroc ou en France. Est-ce qu'ils sont en difficulté? Est-ce qu'ils sont morts, ces salons professionnels? Crise Covid, arrivée du numérique? Eh bien, on fait le point tout de suite avec notre invité.